Il m'appartient aujourd'hui d'accueillir deux amis, Sandra Bourringer, maître de conférence en histoire grecque à l'université de Strasbourg. Et je crois que pour les étudiants qui sont ici présents, que j'espère nombreux, c'est pas un nom qui leur est étranger, évidemment. Et Laurie Laufer, qui est professeure d'études psychanalytiques à l'université de Paris. Alors, c'est pas la première fois qu'on vous accueille ici à Poitiers. Et c'est pas la première fois aux rencontres Michel Foucault, hein, puisque Michel Briand, ici présent, avait piloté une édition au Miroir d'Eros, où on vous avait toutes les deux invitées, mais la 10e année, peut-être plus foucaldienne que les autres, en tous les cas c'est comme ça qu'on l'a imaginé et qu'on l'a pensé, fait qu'aujourd'hui, grâce à vous et ensemble et à deux voix, ce qui est pour nous tous ici est un moment savoureux, et vous allez nous donner la dernière pièce de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Donc on est ravis d'entendre ça, et merci à toutes les deux d'être venues. Alors c'est à l'occasion de cet ouvrage évidemment qui nous a donné l'envie et l'idée de vous inviter. Alors je ne saurais trop vous conseiller d'aller à la suite, au moins le feuilleter. Moi j'avoue j'ai ma dédicace, donc tout va bien pour moi, mais avec plaisir. Michel Foucault, il était temps, enfin, en ce 27 mai 1978, de vous accueillir devant les membres éminents ce soir de la Société française de philosophie. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour vous entendre, et nous avons une question à vous poser véritablement. Qu'entendez-vous par critique? Quelle est son histoire? Eh bien, je vais vous répondre. Je ne vais pas imiter Michel Foucault directement comme ça. Ni sa chevelure. Je vais vous répondre. Pour faire l'histoire de cette attitude critique, il y a bien des chemins. Je voudrais simplement vous suggérer celui-ci qui est un des chemins possibles, parmi bien d'autres. Je proposerai la variation suivante. La pastorale chrétienne, ou l'Église chrétienne en tant qu'elle déployait une activité précisément et spécifiquement pastorale, a développé cette idée singulière, je crois, et étrangère tout à fait à la culture antique, que chaque individu, quel que soit son âge, son statut, et ceci d'un bout à l'autre de sa vie, et jusque dans le détail de ses actions, devait être gouverné et devait se laisser gouverner, c'est-à-dire dirigé vers son salut par quelqu'un auquel le lie un rapport global et en même temps méticuleux, détaillé, d'obéissance. Et cette opération de direction vers le salut dans un rapport d'obéissance à quelqu'un doit se faire dans un triple rapport à la vérité. Vérité entendue comme dogme, vérité aussi dans la mesure où cette direction implique un certain mode de connaissance particulière et individualisante des individus, et enfin, vérité dans la mesure où cette direction se déploie comme une technique réfléchie comportant des règles générales, des connaissances particulières, des préceptes, des méthodes d'examen, d'aveu, des méthodes d'entretien. Après tout, il ne faut pas oublier que ce que pendant des siècles on a appelé dans l'Église grecque techné technon et dans l'Église romaine latine ars artium, c'était précisément la direction de conscience. C'était l'art de gouverner les hommes. Cet art de gouverner, bien sûr, est resté longtemps lié à des pratiques relativement limitées, même dans la société médiévale, liée à l'existence conventuelle, liée et pratiquée surtout dans des groupes spirituels relativement restreints. Mais je crois qu'à partir du XVe siècle, et dès avant la Réforme, on peut dire qu'il y a eu une véritable explosion de l'art de gouverner les hommes. Explosion entendue en deux sens. Déplacement d'abord, par rapport à son foyer religieux, disons si vous voulez laïcisation, expansion dans la société civile de ce thème de l'art de gouverner les hommes et des méthodes pour le faire, et puis deuxièmement, démultiplication de cet art de gouverner dans des domaines variés. Comment gouverner les enfants? Comment gouverner les pauvres? Comment gouverner les mendiants? Comment gouverner une famille, une maison? Comment gouverner les armées? Comment gouverner les différents groupes? Comment gouverner les cités, les États? Comment gouverner enfin son propre corps? Comment gouverner son propre esprit?
Comment gouverner? Je crois que cela a été une des questions fondamentales de ce qui s'est passé au XVe et au XVIe siècle. Question fondamentale à laquelle a répondu la multiplication de tous les arts de gouverner. Art pédagogique, art politique, art économique, si vous voulez. Et de toutes les institutions de gouvernement, au sens large qu'avait le mot de gouvernement à cette époque. Or, de cette gouvernementalisation qui me paraît assez caractéristique de ces sociétés de l'Occident européen au XVIe siècle, ne peut pas être dissociée, me semble-t-il, la question du comment ne pas être gouverné. Je ne veux pas dire par là qu'à la gouvernementalisation se serait opposée dans une sorte de face-à-face l'affirmation contraire « nous ne voulons pas être gouvernés et nous ne voulons pas être gouvernés du tout ». Je veux dire que dans cette grande inquiétude autour de la manière de gouverner et dans la recherche sur les manières de gouverner, on repère une perpétuelle question qui serait « comment ne pas être gouverné comme cela, par cela ?» au nom de ces principes, en vue de tels objectifs et par le moyen de tels procédés. Pas comme ça, pas pour ça, pas par eux. Et si on donne bien à ce mouvement de la gouvernementalisation de la société et des individus à la fois l'insertion historique et l'ampleur que je crois avoir été la sienne, il semble qu'on pourrait placer de ce côté-là à peu près ce qu'on appellerait l'attitude critique. En face et comme contrepartie, ou plutôt comme partenaires et adversaires, à la fois des arts de gouverner comme manière de s'en méfier, de les récuser, de les limiter, de leur trouver une juste mesure, de les transformer, de chercher à échapper à ces arts de gouverner ou en tout cas à les déplacer au titre de réticence essentielle, mais aussi et par là même comme ligne de développement des arts de gouverner, il y aurait eu quelque chose qui serait né en Europe à ce moment-là, une sorte de forme culturelle générale, à la fois attitude morale et politique, manière de penser. Et ce que j'appellerais tout simplement l'art de n'être pas gouverné ou encore l'art de ne pas être gouverné comme ça et à ce prix. Et je proposerai donc, pour terminer, et comme ouverture, comme toute première définition de la critique, je proposerai donc cette caractérisation générale, l'art de n'être pas tellement gouverné. Alors vous venez d'entendre un extrait d'une communication qu'a prononcée Michel Foucault en 1978 devant la Société française de philosophie, et nous vous avons mis dans l'exemplier que vous avez sous les yeux les références exactes, puisque cette communication a été publiée uniquement en 2015 par le travail de Pierre-Henri Fruchot et Daniele Lorenzini. Henri-Pierre Fruchot, pardon, et Daniele Lorenzini. Alors, c'est bien pour penser ces techniques de véridiction que nous avons organisées en 2019, donc une année après la publication posthume des Aveux de la chair, que nous avons organisé donc à l'université Denis Diderot, un colloque intitulé « Après les Aveux de la chair, généalogie du sujet » chez Michel Foucault, publié aux maisons d'édition Epel en 2020. Et ce colloque, et c'est ce qui en faisait d'après nous en tout cas une forme d'originalité, c'est qu'on voulait et on tenait à réunir des philosophes, des historiens de l'Antiquité, mais aussi des premiers pères de l'Église, des spécialistes de la littérature grecque et également des psychanalystes. Et c'est donc véritablement un ouvrage transdisciplinaire, dans le souhait de Michel Foucault de dédisciplinariser tout cela, que nous avons pensé cette publication. Mais avant de revenir sur la place de la psychanalyse, selon Foucault, dans ses arts de gouverner, et avant d'esquisser une réflexion pour peut-être échapper à l'aveu, qui constitue donc la deuxième partie de notre intervention, faisons un rapide tableau sur le contexte de publication des Aveux de la chair et sur la place de cette étude dans la vaste entreprise commencée dans les années 1970, intitulée « Histoire de la sexualité ». Alors pour ma part, en tant qu'antiquisante, je me suis principalement intéressée à la place de l'Antiquité dans les travaux de Michel Foucault, travaux consacrés, enfin la place de l'Antiquité lorsqu'il s'agissait de parler de sexualité. Alors ce 4e tome de l'histoire de la sexualité, publié en 2018, qu'en est-il? Avec la parution posthume des Aveux de la chair, l'histoire de la sexualité apparaissait alors dans sa complexité. Le recul de plus de 40 ans, ainsi que le dépôt récent et successif d'archives et de manuscrits à la BNF,
permet de distinguer les aspects concrets du travail de Michel Foucault dans le contexte de l'époque de sa genèse et de l'époque de sa réception. Alors, pour cette première partie de mon intervention, je m'appuie sur les travaux des spécialistes de l'œuvre de Michel Foucault, à savoir Daniele Lorenzini, dont j'ai déjà parlé, et Frédéric Gros. Tous les deux ont participé au volume Après les aveux de la chair. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'actualité éditoriale importante. Nous ne disposons que depuis peu, je veux dire dans une temporalité de la recherche, depuis peu de la totalité des cours de Michel Foucault au Collège de France. En particulier, pour ce qui nous intéresse, le cours de 1980-1981, Subjectivité et vérité, paru en 2014, donc bien longtemps après, et 2017 en anglais. Alors je précise chaque fois aussi les dates de traduction aux États-Unis, enfin du moins en anglais, parce que ça amène aussi des nouveaux travaux et des nouvelles réflexions. Donc Subjectivité et vérité qui constitue le premier grand chantier d'élaboration des analyses refondues, développé dans le 2e et 3e tome de l'histoire de la sexualité. Ce cours permet notamment de mieux comprendre la sélection des différentes pratiques discursives antiques étudiées par Michel Foucault et de mieux percevoir les étapes de sa réflexion. Ont également paru récemment les regards critiques sur la volonté de savoir, d'une part, et sur l'usage des plaisirs et le souci de soi, de l'autre. Alors, dans l'exemplier que nous vous avons distribué, vous avez une petite bibliographie, et vous verrez, c'est l'ouvrage de Berthe et l'autre de Paltrinieri, Etali, qui sont en fait des petits recueils commentés qui rassemblent des reviews, des comptes rendus qui ont été faits des différents ouvrages dans les années qui suivent. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment cette publication et l'effervescence de lecture auxquelles elles ont donné lieu. Et ça a été publié aux presses universitaires de Caen. Et ce sont des publications donc assez récentes, Berthe et Paltrinieri. Ce sont des études précieuses qui permettent de comprendre le contexte dans lequel Michel Foucault a travaillé. En novembre 2015, donc il n'y a pas si longtemps non plus, les éditions Gallimard ont republié La volonté de savoir, l'usage des plaisirs, le souci de soi, avec une introduction et un apparat critique scrupuleux rédigé par Frédéric Gros au sein du 2e tome des œuvres de Foucault dans la bibliothèque de la Pléiade. Enfin, le 4e volume de l'histoire de la sexualité, consacré au christianisme des premiers siècles et à l'émergence de l'expérience de la chair, que Foucault n'avait pas eu le temps de compléter et de publier avant sa mort, est paru, comme vous le savez, en français en 2018 et en anglais en 2021. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une actualité éditoriale, puisque c'est maintenant qu'on commence à se publier des réflexions, des actes de colloques, etc. Et dans l'exemplier, on vous a mis une petite astérisque pour les 3 études qui ont été publiées après cette publication posthume. Alors cette riche actualité éditoriale permet désormais aux chercheurs de relire le 2e et le 3e tome de l'histoire de la sexualité avec des connaissances et des outils beaucoup plus précis sur leur contexte de rédaction. Alors permettez-moi un petit historique qui permet de mieux mettre en valeur 2 fils suivis et tissés par Michel Foucault. L'usage des plaisirs et le souci de soi paraissent quelques semaines à peine avant la mort de Foucault, le 25 juin 1984, après un silence éditorial, je mets des guillemets puisqu'on parlait de cette période-là ainsi, qui durait depuis 1976. La volonté de savoir, tome 1, 84, les 2 autres. Alors on sait aujourd'hui que ces 8 années furent en réalité des années très productives, à la fois parce qu'il y a eu des cours donnés par Foucault au Collège de France, bien sûr, mais aussi des conférences et des séminaires qu'il a prononcés en France, en Belgique, au Japon, au Canada, aux États-Unis. De nombreux articles ont été publiés également, des entretiens qui sont réunis dans les 10 écrits, mais aussi d'autres choses, à savoir l'écriture d'ouvrages à proprement parler, mais qui n'ont pas été publiés. Les archives déposées en 2013 à la Bibliothèque nationale de France permettent de confirmer que Foucault, entre 1979 et 1984, travaillait à la rédaction de 4 livres, dont 2 seulement, on le sait, furent achevés et publiés avant sa mort. Il est important tout d'abord de souligner que la réception de l'usage des plaisirs et du souci de soi en fait a été assez contrastée, prudente, parfois enthousiaste, parfois ouvertement critique, et cela non seulement parmi les historiens et anthropologues du monde antique, mais aussi parmi des philosophes. Le fameux plan de l'histoire de la sexualité, annoncé par Foucault en 1976 dans La volonté de savoir, excluait par le focus chronologique toute référence à l'Antiquité païenne, et personne,
sauf ses amis et ses collègues les plus proches, ne s'attendait à ce qui a été perçu par beaucoup comme un virage incompréhensible vers la philosophie ancienne. Le projet annoncé lors de la publication en 1976 est le suivant. Donc, la volonté de savoir, 76 donc, puis il annonce 2. La chair et le corps, 3. La croisade des enfants, 4. La femme, la mère et l'hystérique, 5. Les pervers, 6. Population et race. Aucun de ces ouvrages ne verra le jour. Et Frédéric Gros précise, je le cite dans son article, dans ce volume, « Les archives Foucault, déposées à la Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, font connaître cependant qu'au moins 2 titres, La chair et le corps et La croisade des enfants, avaient fait l'objet déjà d'une première rédaction importante. » Rappelons aussi, et ce n'est pas anodin, la particularité des conditions de publication de ces 2 volumes, dont l'accueil à leur sortie, donc les 2 volumes c'est l'usage des plaisirs et le souci de soi, dont l'accueil à leur sortie ne peut que difficilement être distingué des hommages à l'auteur, disparu, et de la réception de son œuvre en général. Si l'on dispose aujourd'hui de plusieurs textes des années 80, où Foucault explique de manière très claire les raisons qui peuvent justifier un tel, j'ouvre les guillemets pour citer Foucault, trip gréco-latin, il n'a pas eu la possibilité de répondre aux questions et aux critiques soulevées par la publication des 2e et 3e volumes de l'histoire de la sexualité. Cette pratique qui avait toujours caractérisé les quelques mois ou années suivant la publication de ces grands ouvrages, de l'histoire de la folie aux mots et les choses, de surveiller et punir à la volonté de savoir, cette pratique lui avait à chaque fois permis de jeter sur ces ouvrages des éclairages fondamentaux pour leur portée et pour notre compréhension. En 1984, lorsque paraissent les 2 volumes consacrés à l'Antiquité, Foucault glisse un prière d'insérer qui vient expliquer le changement de plan de son travail. Je vous l'ai reproduit, nous vous l'avons reproduit dans l'exemplier. Je cite, donc c'est la citation numéro 2 ou 3. Prière d'insérer. D'où, finalement, un recentrement général de cette vaste étude sur la généalogie de l'homme du désir, depuis l'Antiquité classique jusqu'au 1er siècle du christianisme, et sa distribution en 3 volumes qui forment un tout. L'usage des plaisirs étudie la manière dont le comportement sexuel a été réfléchi par la pensée grecque classique, comment aussi la pensée médicale et philosophique a élaboré cet usage des plaisirs, Crécis, Aphrodisione, et formulé quelques thèmes d'austérité qui allaient devenir récurrents sur 4 grands axes de l'expérience. Le rapport au corps, le rapport à l'épouse, le rapport au garçon et le rapport à la vérité. Le souci de soi analyse cette problématisation dans les textes grecs et latins des 2 premiers siècles de notre ère et l'inflexion qu'elle subit dans un art de vivre dominé par la préoccupation de soi-même. Les aveux de la chair traiteront enfin de l'expérience de la chair au 1er siècle du christianisme et du rôle qui joue l'herméneutique et le déchiffrement purificateur du désir. Tel que présenté, l'impression d'une priorité chronologique semble s'imposer. Foucault serait remonté au temps des aphrodisias pour suivre le fil chronologique jusqu'à l'époque de la chair chrétienne, dont les pratiques de véridiction viendraient éclairer le dispositif de sexualité moderne. Le dépôt en plusieurs temps des archives Foucault à la BNF, un fonds désormais riche et important, a permis aux spécialistes de découvrir un cheminement de la pensée de Foucault fort différent que ce que l'ordre des volumes laisse apparaître. Je cite Frédéric Gros. « On doit admettre que le travail de lecture et de problématisation sur le christianisme fut comparable, sinon supérieur, à celui fourni sur la période antique. Ce qu'on appelle le retour de Foucault à la philosophie antique a été en fait précédé d'un retour au texte chrétien tout aussi important. » Fin de citation de Frédéric Gros. Commençons par la question de ce fameux retour au grec qui a étonné puisque le public, depuis 1976, avait été informé d'un ordre fort différent. En effet, ce qui allait devenir le volume 4 aujourd'hui était en réalité quasi finalisé, et cela bien avant le volume 2 et 3. Vous suivez ? Il convient d'abord d'observer que le retour à l'Antiquité, qui n'est pas une nouveauté chez Foucault, que l'on pense par exemple à ses leçons sur la volonté de savoir, donc cela s'opère entre la fin des années 70 et le début des années 80, selon 2 voies. La première est la voie du projet d'une histoire de la sexualité qui ne peut et ne veut pas traiter la sexualité justement comme une constante suprahistorique, mais qui, au contraire,
entend faire la généalogie du sujet de désir et du dispositif moderne et contemporain de la sexualité, en remontant dans le temps, non seulement vers le christianisme primitif, mais jusqu'à l'Antiquité gréco-romaine, à la fois pour y déceler les premiers processus qui conduiront ensuite, au prix de beaucoup de transformations bien entendu, à la notion chrétienne de la chair, mais aussi pour y mettre en relief une expérience du corps et des plaisirs sexuels radicalement différente de la nôtre. Ce fameux temps des aphrodisias sur lequel je reviendrai dans le dernier moment de notre intervention aujourd'hui. Nous savons que ce flashback est lié aussi à l'échange intellectuel qui s'est tissé entre Paul Venn et Michel Foucault, tous deux professeurs au Collège de France. En 1982, Michel Foucault annonce à son éditeur Pierre Nora, aux éditions Gallimard, que, encouragé par Paul Venn, il va faire précéder le volume de son Histoire de la sexualité consacré à la chair chrétienne d'un volume consacré au monde gréco-romain et à la morale sexuelle des anciens. Ces fameux aveux qui ne parviendront hélas pas à publication du vivant de Michel Foucault. Et nous savons aujourd'hui, grâce aux notes, aux cahiers, tout ce qui peut être consulté actuellement à la BNF, qu'ils ont fait l'objet d'un travail très important, voire plus important que celui consacré à l'Antiquité dite païenne. La seconde voie, par laquelle Foucault remonte dans le temps, d'abord au père de l'Église, puis à l'Antiquité grecque, hellénistique et romaine, est celle de la généalogie des rapports entre subjectivité et vérité, qu'il définit aussi dans les termes d'une généalogie du sujet occidental moderne. Il est possible d'en percevoir plusieurs volets en suivant la série de cours au Collège de France où, à partir de 1976, Foucault s'éloigne, du moins en apparence, du projet d'une histoire de la sexualité, un projet qui allait revenir plus explicitement en 1981 dans le cadre du cours Subjectivité et vérité, pour être de nouveau mis entre parenthèses dans les 3 derniers cours portant sur le souci de soi gréco-romain, excluant le recours aux aphrodisias, et sur la parésia. Alors, évidemment, il serait artificiel de distinguer radicalement la seconde généalogie de la première. Elles sont liées, mais chacune conserve des éléments de spécificité. Voici l'analyse, et là maintenant je m'appuie sur les travaux de Daniele Lorenzini, collaborateur du volume Après les aveux, et je résume son analyse, puisque lui c'est aussi un éditeur, hein, c'est un spécialiste de Foucault, mais aussi un éditeur de son œuvre. Alors voici ce qu'il analyse. Au sein de ce projet plus large, comme le démontrent les derniers cours de Foucault au Collège de France, ainsi que ses conférences à l'Université de Californie à Berkeley en 1983, le rôle que joue la généalogie du sujet de désir, s'il est capital, n'est pas exclusif. Foucault, dans l'origine de l'herméneutique de soi, 1980, avait déjà présenté son projet d'une histoire de la sexualité comme s'inscrivant, et ça c'est important, dans le cadre plus général de l'étude, je cite, des formes de connaissance que le sujet crée au sujet de lui-même. Et il avait précisé que, depuis qu'il avait commencé ce type de projet, il avait dû en modifier sa perspective sur plusieurs points importants. Et là, je vous renvoie à la citation numéro 4 du ventre exemplier, puisque je vais la lire pour vous. En étudiant l'expérience de la sexualité, écrit Michel Foucault, je me suis progressivement rendu compte qu'il y a dans toutes les sociétés des techniques qui permettent aux individus d'effectuer par eux-mêmes un certain nombre d'opérations sur leur propre corps, sur leurs propres âmes, sur leurs propres pensées, sur leur propre conduite, et cela de manière à se transformer eux-mêmes, se modifier eux-mêmes et atteindre un certain état de perfection, de bonheur, de pureté, de pouvoir surnaturel, etc. Fin de citation. Il s'agit d'approcher ce que Foucault commence à désigner à ce moment-là par l'expression « technique de soi », un concept qui constitue pour lui une des voies principales d'entrée dans la philosophie ancienne. Et il le répète un peu plus tard, lorsque, dans son étude de la constitution historique de notre expérience de la sexualité, il dit de lui-même qu'il est, je cite, « de plus en plus porté à prêter attention aux rapports à soi-même et aux techniques à travers lesquelles ces rapports ont été façonnés ». Alors, avec la parution en 2018 des aveux de la chair, le tournant philosophique constaté par la critique des volumes 2 et 3 de l'histoire de la sexualité portant sur les aphrodisias trouve ainsi un éclairage nouveau.
Dans l'usage des plaisirs, en effet, Foucault s'appuyait sur des textes savants, médicaux, moraux, philosophiques, grecs et latins, des sources dont le philosophe précisait qu'elles relevaient d'une morale, je cite, « réservée à un petit nombre de gens dans la population, pour faire, je cite à nouveau, une histoire des problématisations éthiques faites à partir des pratiques de soi, fin de citation, dans des sociétés où le sexe ne produit pas de discours de vérité et n'est pas perçu indépendamment des autres pratiques du corps, l'alimentation, l'exercice physique et intellectuel, la résistance aux événements contraires. » Foucault nomme diététique, vous le savez, la façon de maîtriser ses besoins, ses désirs, ses plaisirs, parmi lesquels, mais seulement parmi lesquels, figurent les aphrodisias, une maîtrise qui prend en considération les critères de quantité, d'intensité et du caractère opportun, le kairos. L'étude de la problématisation de l'amour pour les garçons dans l'Athènes classique s'inscrit dans la continuité d'un argument important de la volonté de savoir, celui qui postule l'apparition d'un dispositif à l'époque moderne. Le rapport à soi antique s'élabore par une technique de soi qui intègre l'ars erotica et les discours antiques, quand bien même il se présente comme prescriptif, ne relève pas d'une scientia sexualis. Dans le souci de soi, l'analyse de l'interprétation des rêves d'Artémidore d'Éphèse et celle des comparaisons érotiques dans les érothèses de Lucien ou les amours de Plutarque viennent confirmer ce tableau d'une société d'avant les normes de biopouvoir, d'avant un dire vrai sur soi. Enfin, les discours non chrétiens sur l'amour et l'érotisme des 1er et 2e siècles de notre ère montrent une importance croissante accordée à la relation au sein du mariage. Une évolution qui, comme l'avait mis en évidence Paul Venn dans un article qui allait devenir très célèbre, « La famille et l'amour sous le Haut Empire romain », publié dans la Revue des Annales en 1978. Donc une évolution, disais-je, qui n'est pas imputable au christianisme. Et surtout, l'intérêt accordé à la philia, la virginité et la continence apparaît de façon visible dans la morale sexuelle de l'époque romaine impériale, dans la culture dite païenne. Le tournant moral n'est donc pas le fait de la culture chrétienne, mais bien un mouvement général qui se produit au 1er siècle de notre ère et dont Foucault et Venn trouvent les ferments dans la philosophie stoïcienne. Lors d'une conférence au Japon en 1978, donc à peine 2 ou 3 mois après la publication de l'article de Paul Venn dans les Annales, Michel Foucault présente déjà la périodisation proposée par son ami Paul Venn comme un acquis. Je vous renvoie à l'exemplier à nouveau. Cette objection de fait, objection, je précise, au schéma traditionnel de la répression dont il vient de parler. Donc cette objection de fait, ce n'est pas moi qui la formule, dit Michel Foucault, ce sont les historiens. C'est un historien de l'Antiquité romaine qui travaille actuellement en France, qui s'appelle Paul Venn, qui est en train de faire une série d'études sur la sexualité dans le monde romain avant le christianisme. Il a découvert un nombre de choses importantes dont il faut tenir compte. C'est essentiellement la question de la périodisation qui intéresse Foucault, et il résume ainsi l'avancée majeure de son ami Paul Venn à partir de l'étude des textes des stoïciens. Je cite: « Le christianisme n'est donc pas responsable de toute cette série d'interdits, de disqualifications, de délimitation de la sexualité dont on a souvent dit qu'il était responsable. » Et voici ce que Foucault écrit dans les Aveux de la chair. Vous l'avez à nouveau dans votre exemplier. Je regarde quand même si je l'ai bien mis. L'origine des aphrodisias, définie en fonction du mariage, de la procréation, de la disqualification, du plaisir et d'un lien de sympathie respectueuse et intense entre les époux, ce sont donc des philosophes et des directeurs non chrétiens qui l'ont formulée. C'est une société païenne qui s'est donné la possibilité d'y reconnaître une règle de conduite acceptable pour tous, ce qui ne veut pas dire effectivement suivi par tous, tant s'en faut. C'est dans tout le début, c'est à la page 9 des Aveux de la chair. Un mouvement, donc, que les auteurs chrétiens n'ont pas inventé, mais ont fait leur. En 1979, comme l'indique Frédéric Gros, informé par Daniel Defer, le compagnon de Michel Foucault, Foucault relie les premiers pères de l'Église, Cassien, Augustin, Tertullien. Par la suite, la thématique du cours de l'année 80-81, subjectivité et vérité, se démarque singulièrement de la feuille de route annoncée en 1976. La première séance, je ne sais pas si vous vous en souvenez, s'ouvre sur la question de l'éthique sexuelle monogamique à partir d'une fable sur les éléphants.
Et le cours se poursuit sur la morale sexuelle romaine et sur les divers thèmes que l'on retrouvera dans l'usage des plaisirs et le souci de soi en 84. La leçon du 14 janvier 81 se clôt sur cette affirmation. C'est la citation numéro 7. Disons, c'est un fait reconnu par les historiens depuis presque un siècle maintenant, que la morale sexuelle attribuée au christianisme avait déjà donné des preuves d'existence parfaitement claires et bien déterminées avant que le christianisme ne se soit répandu, avant même qu'il ne soit apparu à l'intérieur du monde antique. Il y a une préexistence certaine de cette soi-disant morale sexuelle chrétienne à l'intérieur de la pensée de la morale dite païenne. Et Foucault, de citer à nouveau Paul Venn sur la question des différents moments de pensée stoïcienne, validant définitivement l'idée d'un découpage nouveau dans l'histoire de la morale sexuelle. Mais si cette morale est antérieure au christianisme, le mouvement particulier auquel s'intéresse Foucault est la façon dont les pères de l'Église ont fait leur cette morale et l'ont déployée pour porter plus loin encore la question de la maîtrise de soi par le biais d'un regard sur soi. La figure centrale de ce tournant, celle de l'émergence de ce regard réflexif sur son propre désir, est celle d'Augustin. Sexualiser l'âme, libidinaliser les rapports sexuels, subjectiver l'éthique sexuelle, participe du dispositif libidinal qui constitue, d'après Foucault, la véritable invention d'Augustin. Je cite, et vous l'avez, c'est la citation numéro 8, « La libido, au sens où Augustin emploie souvent ce mot sans autre précision, c'est-à-dire la forme sexuelle du désir, est la façon dont se trouvent liées l'une à l'autre la forme involontaire de l'acte sexuel et la structure infirme du sujet. » Voilà donc le décalage. Foucault quitte le champ des archives et des discours produits, je cite à nouveau Foucault parlant de sa volonté de savoir en 1976, des discours produits dans les institutions religieuses, les règlements pédagogiques, les pratiques médicales, les structures familiales. Il quitte ce champ-là, qu'explorait la volonté de savoir, pour les traités des pères de l'Église. Il s'attelle à décrire l'apparition d'une nouvelle technique de savoir sur soi, rendue possible par la notion de libido. Et il esquisse les contours d'un domaine moral qui enjoint de dire vrai, d'obéir, d'être responsable de son désir, même involontaire. Alors avant de pénétrer dans le champ des aphrodisias, dont l'étude allait pourtant paraître avant les aveux de la chair, Foucault avait donc infléchi son projet et l'avait modifié pour en faire le projet d'une généalogie de l'homme de désir. Cette généalogie des rapports entre subjectivité et vérité est formulée en 80 dans les termes d'une généalogie, je l'ai dit, du sujet occidental moderne. Voilà donc de quoi intéresser les psychanalystes. Merci l'historienne. Alors effectivement, quand on est psychanalyste, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on s'intéresse à Michel Foucault. Je crois que vous avez eu la démonstration historique. Foucault s'intéresse à la généalogie de l'homme du désir et voit dans la figure, enfin pas simplement la figure, mais les textes d'Augustin, l'émergence du terme de libido. Il ne vous échappe pas, même si vous êtes un peu éloigné de la psychanalyse, ce que je vous souhaite, que Freud a travaillé autour de cette notion de libido. Dans ses travaux, Michel Foucault analyse le dispositif discursif de la sexualité qui établit historiquement le lien entre la sexualité, la subjectivité et l'obligation de vérité. Une triade qu'il verse au compte de la psychanalyse comme héritière de cette scientia sexualis qui cherche la vérité au fond du sexe et qui serait donc supposée vouloir dire le vrai sexe et l'identité accompagnée, et c'est ça qui va nous intéresser, y compris évidemment avec le texte Les aveux de la chair, accompagnée d'une pratique de l'aveu. Sandra l'a dit, dans La volonté de savoir en 1976, Michel Foucault démontre comment, je cite Foucault, l'histoire du dispositif de sexualité tel qu'il s'est développé depuis l'âge classique peut valoir comme archéologie de la psychanalyse. Donc difficile, quand on est psychanalyste, de ne pas revenir sur ce qui peut valoir, dit Foucault, comme archéologie de la psychanalyse, c'est-à-dire le dispositif de la sexualité. Les questions posées par Foucault mettent donc en perspective les raisons d'une articulation entre vérité, sexualité et subjectivité. Comment les jeux de vérité, les régimes de véridiction concernant la sexualité ont-ils si peu
été interrogé, se demande Foucault. Foucault constate, je le cite, que jamais les psychanalystes n'ont pris très au sérieux le problème de la production de théories sur la sexualité dans la société occidentale. Donc il fallait entrer dans cette brèche que propose Foucault. Foucault écrit, et c'est le texte numéro 7, non, 10. Foucault écrit, et puis on admet, je le cite, et puis on admet aussi que c'est du côté du sexe qu'il faut chercher les vérités les plus secrètes et les plus profondes de l'individu, que c'est là qu'on peut le mieux découvrir ce qu'il est et ce qui le détermine. Et si pendant des siècles on a cru qu'il fallait cacher les choses du sexe parce qu'elles étaient honteuses, on sait maintenant que c'est le sexe lui-même qui cache les parties les plus secrètes de l'individu. La structure de ses fantasmes, les racines de son moi, les formes de son rapport au réel. Au point de ce croisement de ces deux idées, qu'il ne faut pas nous tromper en ce qui concerne notre sexe, et que notre sexe recèle ce qu'il y a de plus vrai en nous, la psychanalyse a enraciné sa vigueur culturelle. Elle nous promet à la fois notre sexe, le vrai, et toute cette vérité de nous-mêmes qui veille secrètement en lui. Donc, vous voyez la critique que fait Foucault concernant le dispositif même de la psychanalyse. Dans La volonté de savoir, Foucault déplie cette intrication entre sexe et vérité. Le sexe devient au XIXe siècle une question de vrai ou de faux. La civilisation occidentale se distingue dans ce domaine particulièrement des autres sociétés, ça va être l'analyse de Foucault, dans les rapports entre sexualité et vérité. Alors que certaines sociétés ont établi ce rapport par la fondation d'un ars erotica, Sandra en a parlé, extrayant la vérité du plaisir lui-même, la civilisation occidentale a fondé une scientia sexualis sous la forme d'une procédure particulière, la pratique de l'aveu. C'est l'Église qui en a été la fondatrice à partir de la généralisation de la confession depuis 1215, lors du 4e concile de Latran. De toute façon, Foucault, dans Les aveux de la chair, déplie évidemment tout ça. Il s'agit, lors de cette procédure, de s'efforcer avec la plus grande exactitude de dire ce qu'il y a de plus difficile à dire. Foucault écrit, c'est le texte numéro 11, il y a théoriquement deux grandes procédures pour produire la vérité du sexe. D'un côté, les sociétés, elles ont été nombreuses, la Chine, le Japon, l'Inde, Rome, les sociétés arabo-musulmanes qui se sont dotées d'un ars erotica. Dans l'art érotique, la vérité est extraite du plaisir lui-même, pris comme pratique et recueilli comme expérience. Ce n'est pas par rapport à une loi absolue du permis et du défendu, ce n'est point par référence à un critère d'utilité que le plaisir est pris en compte, mais d'abord et avant tout par rapport à lui-même. Foucault poursuit, notre civilisation, en première approche du moins, n'a pas d'ars erotica. En revanche, elle est la seule, sans doute, à pratiquer une scientia sexualis, ou plutôt à avoir développé au cours des siècles, pour dire la vérité du sexe, des procédures. Procédures, bien sûr, qu'il va ensuite ramener avec le terme de dispositif. Des procédures qui s'ordonnent pour l'essentiel à une forme de pouvoir savoir, dit Foucault, rigoureusement opposée à l'art des initiations et au secret magistral. Il s'agit donc de l'aveu. Dans La volonté de savoir, Foucault va déplier le fait que l'homme en Occident serait ainsi devenu ce qu'il appelle une bête d'aveu. Par la suite, la science a pris le relais de la religion en ce qui concerne l'aveu par la constitution d'une science-aveu. Le dispositif de sexualité se situe donc, pour Foucault, à travers le déploiement historique de cette science de l'aveu, de cette scientia sexualis, entre les pratiques chrétiennes de confession et la scientificisation de l'aveu. Pour Foucault, il s'agit bien, à ce moment-là, de la naissance de ce qu'il appelle donc cette science-aveu. C'est très important le passage à cette forme de scientificisation de l'aveu sur le sexe, qui aurait basculé donc de la tradition monastique catholique aux consignes scientifiques des polices économiques, des gendarmeries, des tribunaux, des hôpitaux psychiatriques et des cabinets de psychanalystes. La science de l'aveu s'élabore sur l'aveu pénitence des pratiques chrétiennes de confession. Foucault écrit, c'est la citation numéro 12, « C'était le moment où les plaisirs les plus singuliers étaient appelés à tenir sur eux-mêmes un discours de vérité
qui avait à s'articuler non plus sur celui qui parle du péché et du salut, de la mort et de l'éternité, mais sur celui qui parle du corps et de la vie, sur le discours de la science. Il y avait de quoi faire trembler les mots. Se constituait alors cette chose improbable, une science aveu, une science qui prenait appui sur les rituels de l'aveu et sur ses contenus, une science qui supposait cette extorsion multiple et insistante et se donnait pour objet l'inavouable avoué. Comment, se pose la question Foucault, comment est-on parvenu à constituer cette immense et traditionnelle extorsion d'aveux sexuels dans les formes scientifiques ? C'est ça, l'une des questions que pose Foucault dans La volonté de savoir. Comment est-on parvenu à constituer cette immense et traditionnelle extorsion d'aveux sexuels dans les formes scientifiques ? Je fais juste une petite parenthèse. Si vous lisez Gaëlle Rubin, par exemple, c'est très intéressant de voir comment elle analyse, comment Foucault a bien travaillé et analysé le glissement entre la loi morale et la loi scientifique. C'est-à-dire que dans la loi scientifique, il y a aussi une irrigation, évidemment, de la loi morale. Bon. Gaëlle Rubin, dont les articles ont été réunis aussi dans un ouvrage publié chez Eppel, sous le titre « Surveiller et jouir ». Voilà, Anthropologie politique du sexe, c'est le sous-titre, paru en 2010, cette excellente maison d'édition dans laquelle nous avons... Voilà. Donc, comment est-on parvenu à constituer cette immense et traditionnelle extorsion d'aveux sexuels dans les formes scientifiques, se demande Foucault. Il y analyse donc, dans la volonté de savoir, 5 grandes formes d'extorsion de la science aveu. 1. Première forme, une codification clinique du faire parler. Ça veut dire qu'il y a un récit de soi-même, le récit de soi. Faire advenir un récit de soi. Ça, c'est la première chose. Une codification clinique du faire parler. 2. Le postulat d'une causalité générale et diffuse. Il s'agit de devoir tout dire. L'aveu doit être total. Donc, causalité générale et diffuse. 3. Le principe d'une latence intrinsèque à la sexualité. Le principe de latence intrinsèque, ça veut dire que le sexe est caché. Il y a quelque chose de latent. Le sexe est caché au sujet lui-même. 4e forme d'extension de l'aveu, selon Foucault, la méthode de l'interprétation. C'est que le travail de vérité à produire, si on veut scientifiquement le valider, doit passer par des formes d'interprétation. D'ailleurs, ce que Gaëlle Rubin dira, c'est qu'il y a dans la sexualité, selon l'analyse qu'elle fait de Foucault, un excès de signification. C'est ça qui va être intéressant. Mais dans l'histoire de l'aveu, il y a nécessairement une méthode d'interprétation. Et enfin, 5e point qu'analyse Foucault, la médicalisation des effets de l'aveu. Le domaine du sexe ne sera plus placé seulement sur le registre de la faute et du péché, de l'excès ou de la transgression, mais sous le régime du normal et pathologique. Donc 5e point, évidemment, la médicalisation des effets de l'aveu. Il s'agit donc de débusquer la vérité du sexe, car la vérité est dans le sexe. La vérité de l'individu réside dans sa sexualité. Comme le dit Foucault, nous demandons au sexe de dire la vérité et notre vérité également. Alors, vous le voyez bien, par la naissance de cette science aveu, se constitue progressivement le dispositif de sexualité, le dispositif discursif de la sexualité, c'est-à-dire la scientia sexualis, qui place le dire vrai sur soi en son centre. Savoir et pouvoir se reconfigurent et deviennent les instruments des experts psychiatres, de la police, des mœurs, des tribunaux et bien sûr des psychanalystes. Pourtant, enfin bien sûr selon Foucault, il y a d'autres façons de pratiquer évidemment la psychanalyse, et notamment un premier avertissement qui avait été, sous forme d'avertissement, une première annonce qui avait été faite en 1998 par un psychanalyste qui s'appelle Jean Alouche et qui écrivait justement sous forme d'avertissement, je le cite, « La psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera plus ». Énoncé que Jean Alouche reprend en 2015, donc plus de 15 ans plus tard, dans un colloque qu'on avait organisé là encore à Paris, à Diderot, sur Foucault et la psychanalyse, et il reprend, donc en 2015. Ça veut dire qu'entre 1998 et 2015, la psychanalyse n'était pas encore tout à fait devenue foucaldienne. Je ne sais pas si elle l'est devenue encore. Bon. Mais avant de faire la critique d'un dispositif disciplinaire sur le corps et les plaisirs, Michel Foucault, quand même,
et je tiens à le dire justement, puisque a reconnu chez Freud deux gestes épistémologiques essentiels. Vous vous souvenez peut-être, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, il faut être juste avec Freud. Deux gestes essentiels. L'un, premier geste de rupture épistémologique, l'un concernant la folie, et l'autre concernant les théories de la dégénérescence. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Le trait commun de ces deux gestes réside dans le brouillage des frontières entre le normal et le pathologique. Je cite Foucault, c'est la citation numéro 13. « C'est pourquoi il faut être juste avec Freud. Janet énumérait, Pierre Janet, qui est un psychologue de l'époque de Freud, Janet énumérait les éléments d'un partage, dénombrait l'inventaire, annexait ici et là, conquérait peut-être. Freud reprenait la folie au niveau de son langage, reconstituait un des éléments essentiels d'une expérience réduite au silence par le positivisme, c'est-à-dire la folie. Il n'ajoutait pas à la liste des traitements psychologiques de la folie une addition majeure. Il restituait dans la pensée médicale la possibilité d'un dialogue avec la déraison. Ce qui n'est pas rien. Ce n'est point de la psychologie qu'il s'agit dans la psychanalyse. Et quand on dit que Foucault était l'un des généalogistes de la psychanalyse, je crois que c'est vraiment important de rappeler ça, ce n'est point de la psychologie qu'il s'agit dans la psychanalyse, mais précisément d'une expérience de la déraison que la psychologie, dans le monde moderne, a eu pour sens de masquer. Un tout petit rappel biographique. Foucault est psychologue au départ. Il a eu un diplôme de psychologie et il a pratiqué comme psychologue dans des institutions. Ce premier temps donc est essentiel pour Foucault, en effet, puisque l'invention de la psychanalyse permet une critique. C'est pour ça que nous avons tenu à vous lire ce qu'était pour Foucault l'attitude critique, l'art de ne pas être gouverné tellement par ça. Donc, cette invention de la psychanalyse permet donc une critique des sciences psychologiques et psychiatriques. Et selon Foucault, Freud a reconnu et entendu un langage dans la folie, une construction subjective dans le délire, l'éloignant des catégories psychiatriques de l'époque. Ce que Freud a réussi à faire, c'est précisément d'extraire la psychanalyse de l'empire et de l'emprise médicale et de la psychiatrie. C'est donc une toute autre façon d'appréhender le pathologique, la folie et son langage que Foucault reconnaît dans l'invention freudienne. Au début. Après, bien sûr, il va y avoir la critique de ce dispositif. L'autre point essentiel de l'invention de Freud, selon Foucault, concerne la rupture avec les théories de la dégénérescence. Théorie de la dégénérescence très, très importante dans la psychiatrie allemande et française, d'ailleurs, fin 19e. L'idéologie de la dégénérescence présidait alors à la conception des phénomènes pathologiques, notamment concernant l'hystérie, l'homosexualité. Pour Foucault, Freud met au travail les questions de la perversion comme variation de la fonction sexuelle. Variation de la fonction sexuelle, c'est une expression de Freud. En effet, et rapidement, une des ruptures épistémologiques introduites par la théorie freudienne consiste en la dépathologisation du fait sexuel humain dans toutes ses dimensions. Freud aura considéré comme une boussole l'idée d'une polymorphie de la sexualité infantile. Dans son article « Qu'est-ce que la psychologie ?», datant de 1958, Georges Canguilhem, qui, anecdote ou pas d'ailleurs, mais enfin, qui était le directeur de thèse de Foucault quand même, donne ce qu'il appelle un conseil d'orientation aux psychologues. C'est le texte numéro 14. Il écrit ceci. « C'est donc très vulgairement que la philosophie pose à la psychologie la question « Dites-moi, à quoi vous tendez pour que je sache ce que vous êtes ?» Mais le philosophe peut aussi s'adresser au psychologue sous la forme, une fois n'est pas coutume, d'un conseil d'orientation et dire « Quand on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques, alors je ne sais pas si vous voyez, quand on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques, vous voyez la rue Saint-Jacques à Paris, ici, voilà, mais il y a deux possibilités, vous montez ou vous descendez. Alors, qu'est-ce que nous dit Canguilhem, un petit GPS de l'époque? Quand on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques, on peut monter ou descendre. Si l'on va en montant, on se rapproche du Panthéon qui est le conservatoire des grands hommes. Mais si on va en descendant, on se dirige très sûrement vers la préfecture de police. Donc, très clair, une orientation ou une désorientation. Si vous montez, vous produisez du savoir. Si vous descendez, vous travaillez pour la police, en tant que psychologue.
Foucault, formé par Canguilhem, évidemment, ne s'y trompe pas. On peut se poser la question de savoir, puisque dans le pouvoir psychiatrique, Foucault va tout à fait travailler sur ce qu'il va appeler la fonction psy, précisément. Le psy est-il donc un savant, un scientifique, ou un préfet de police, ou un procureur? À partir des années 76, Foucault, disons, fera un choix épistémologique, stratégique sans doute. Il considéra que le psy est non plus un savant et un scientifique, mais un préfet de police et un procureur. Il s'agit donc sans cesse, pour un analyste freudien, d'analyser le champ discursif et le dispositif pratique qui sous-tendent les usages des normes qu'il peut produire. Oublieux de leur position de praticiens réglés sur le transfert et l'inconscient, certains psychanalystes se sont autoproclamés autorités morales ou experts de la santé mentale. C'est bien sûr l'une des critiques très virulentes de Foucault. Et comme le dit Jean Alouche, que je cite de nouveau, c'est la citation 15, je crois. Oui, c'est ça. Hein? Il écrit « C'est à ce titre que le psychanalyste est consulté par les tribunaux, par les médias, par les organismes éducatifs, par le législateur, etc. Et certains psychanalystes répondent à cette demande, se prononcent sur le mariage homosexuel, sur la possibilité pour les homosexuels d'élever des enfants, sur les mères porteuses, comme s'ils pouvaient tenir un discours général sur de telles questions de société. Mais aussi comme s'ils savaient la norme, et comme si cette norme faisait l'unanimité dans la profession, avec des guillemets. Ce dérapage est dû à l'emprise du médical sur l'analytique, une emprise que Freud a combattue largement en vain. Donc vous voyez, là on revient sur cette question de l'emprise du médical, que bien sûr Foucault, emprise sur laquelle Foucault va revenir. Freud puis Lacan, malgré ce que l'on peut en dire aujourd'hui, et à juste titre, dans la pratique de certains analystes, pourtant Freud puis Lacan n'ont eu de cesse de montrer que dans l'expérience de la sexualité humaine, il y a des différences et des genres multiples, des conduites et des pratiques sexuelles variées, des différenciations complexes et subtiles dans une diversité sexuelle soumise, selon les temps et les lieux, à une constellation de normes elles-mêmes plus ou moins contraignantes et plus ou moins nécessaires. Freud disait que les normes étaient arbitraires et conventionnelles, qu'elles relevaient donc d'une fiction, donc de l'imaginaire, d'un imaginaire social, à une certaine époque. Ce que traduit Lacan, dans une interview qu'il donne en 1973 sur France Culture, Lacan dit, pour résumer la pensée freudienne, je cite Lacan, « Il y a des normes sociales, faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud. » Fin de citation de Lacan. Voilà un résumé de la pensée freudienne par Lacan. Bon, c'est pas mal. Je donne tous les ans cette phrase aux étudiants pour 3 heures. Donc, il y a des normes sociales, faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud. Et c'est pourquoi Foucault rappelle à propos de Lacan, dans une interview qu'il donne en italien, et qui a été traduite par Lacan, le libérateur de la psychanalyse. On sait que Foucault n'aimait pas beaucoup le terme de libération, mais une interview qui a été donnée par Foucault au sujet de Lacan au moment de sa mort, Foucault répond à la question qui lui était posée et qui était, c'est le texte numéro 16 je crois, on a l'habitude de dire que Lacan a été le protagoniste d'une révolution de la psychanalyse. Pensez-vous que cette définition de révolutionnaire soit exacte et acceptable? Et Foucault répond, je crois que Lacan aurait refusé ce terme de révolutionnaire et l'idée même d'une révolution en psychanalyse. Il voulait simplement être psychanalyste. Ce qui supposait à ses yeux une rupture violente avec tout ce qui tendait à faire dépendre la psychanalyse de la psychiatrie ou à en faire un chapitre un peu sophistiqué de la psychologie. Donc vous voyez qu'il revient sur cette question de rupture de la psychanalyse avec un petit chapitre sophistiqué de la psychiatrie ou un petit chapitre sophistiqué de la psychologie. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la psychiatrie ou contre la psychologie, mais quand on est du côté de quand on fait de la psychanalyse, qu'on exerce la psychanalyse, eh bien justement, on est plutôt dans cette rupture-là. Il voulait donc soustraire la psychanalyse à la proximité qu'il considérait comme dangereuse de la médecine et de ses institutions médicales. Il cherchait en elle non pas un processus de normalisation des comportements, mais une théorie du sujet. Donc, pas une comportementalisation, simplement une théorie du sujet, c'est-à-dire une façon de faire émerger les formes subjectives, précisément du sujet. C'est pourquoi, malgré une apparence de discours extrêmement spéculatif,
dit Foucault, concernant Lacan, sa pensée n'est pas étrangère à tous les efforts qui ont été faits pour remettre en question les pratiques de la médecine mentale. Pour Foucault, donc, si la psychanalyse comme méthode théorique et pratique se jette dans les bras de la médecine mentale, elle deviendra donc cette scientia sexualis aux prises avec le dispositif disciplinaire. Que serait donc, avec Foucault et après Foucault, généalogiste de la psychanalyse, une psychanalyse sans discours sur la famille hétérosexuelle, sans Oedipe, et au-delà de l'Oedipe, sans discours sur la sexualité, sans étiologie sexuelle, sans sexualité infantile. Que serait une psychanalyse sans tout cela? Sans Oedipe, quoi. Imaginez, bazar. Eh bien, pour terminer là-dessus, puisque sur l'Oedipe, quand même, voilà ce que Foucault, qui réveille d'une certaine façon une certaine psychanalyse de son sommeil dogmatique, comme on dit, n'hésite pas à user de l'humour que ni Freud ni Lacan n'auraient d'ailleurs refusé. C'est lors d'une table ronde en 1974 où il est interrogé par Henri Pellegrino, c'est le texte 18. Henri Pellegrino l'interroge sur Oedipe. Michel Foucault dit: vous allez trouver que je suis détestable. C'est Michel Foucault qui parle. Vous allez trouver que je suis détestable et vous aurez raison. Je suis détestable. Oedipe, je ne le connais pas. Quand vous dites qu'Oedipe, c'est le désir, ce n'est pas le désir. Je réponds, si vous voulez. Qui est Oedipe? Qu'est-ce que c'est que ça? Henri Pellegrino. L'Oedipe, c'est une structure fondamentale de l'existence humaine. Rien que ça. Michel Foucault répond: alors, je vais vous répondre en termes deleuzien, et ici je suis entièrement deleuzien, que ce n'est absolument pas une structure fondamentale de l'existence humaine, mais un certain type de contrainte, une certaine relation de pouvoir qu'est la société, la famille, le pouvoir politique. Et que ce pouvoir, bien sûr, crée, établisse les dispositifs et contraignent les individus. Donc c'est une certaine relation du pouvoir, dit Foucault, que la société, la famille, le pouvoir politique, etc., établissent sur les individus. Henri Pellegrino répond: la famille est une usine d'inceste. Michel Foucault répond: prenons les choses d'une autre façon. On aurait bien besoin de Foucault aujourd'hui. Prenons les choses d'une autre façon. L'idée que ce qu'on désire en premier, fondamentalement et essentiellement, ce qui devient le corrélatif du premier objet de désir, c'est la mère. C'est à ce moment que s'instaure la discussion. Deleuze vous dira, et je suis de nouveau avec lui: pourquoi désirerait-on sa mère? Ce n'est déjà pas si amusant d'avoir une mère. Qu'est-ce qu'on désire? Bien, on désire des choses, des histoires, des contes, Napoléon, Jeanne d'Arc, tout. Toutes ces choses sont des objets de désir. Et pour poursuivre notre discussion et notre dialogue à deux voix, nous vous proposons sous la forme d'épilogue l'étude d'un point particulier étudié par Michel Foucault qui apparaît dans Le souci de soi et aussi dans Les aveux. Et c'est un terme cher à la psychanalyse, c'est la question des rêves et plus particulièrement les rêves sexuels. Alors, je ne sais pas s'il nous reste du temps pour les rêves sexuels. 5 minutes, ça va être un peu short. En même temps, les rêves sexuels... Il y a des rêves qui se font très très vite. Voilà. Donc, en tout cas, je vous invite à parcourir du regard la page 4 de l'exemplier que je vous ai donné. Alors, ça ne va pas être forcément facile à résumer. On avait intitulé cette partie « Gouverner l'involontaire et gouverner les rêves. Les songes érotiques autant des aphrodisias ». Et c'est un passage des aveux de la chaire consacré à l'étude d'un texte de Cassien qui a constitué pour moi le départ d'un trip gréco-latin onirique, pour le coup. Et dans le chapitre consacré à la virginité et la connaissance de soi, Michel Foucault relève que la pureté, telle que définie par les pères de l'Église, n'est atteinte que lorsque, je cite Cassien, « nulle image ne nous trompe lorsque nous sommes en repos et détendus dans le sommeil ». Alors vous aurez compris qu'il s'agit ici d'un thème particulièrement délicat, celui de certains rêves révélés par des pollutions nocturnes qui se produisent même chez les êtres les plus chastes et qui viennent troubler la pureté que chacun se doit de préserver.
Je cite Cassien, cité par Foucault. « Telle est la fin de l'intégrité et sa preuve définitive, qu'aucune excitation voluptueuse ne nous survienne pendant notre sommeil et que nous ne soyons pas conscients des pollutions auxquelles nous contraint la nature. » Nous sommes ici au point le plus élevé de cette volonté de maîtriser l'involontaire, le moment où le fidèle doit réussir à maîtriser ses rêves dont la trace le matin vient révéler la part inconsciente de ses pensées. Ainsi, donc là c'est également dans votre exemplier, ainsi s'explique le fait, je cite Foucault, que tout au long de cette lutte contre l'esprit de fornication et pour la chasteté, le problème fondamental et pour ainsi dire unique soit celui de la pollution, depuis ses aspects volontaires ou les complaisances qu'il appelle, jusqu'aux formes involontaires dans le sommeil ou dans le rêve. Il y a une petite coquille dans votre exemplier, c'est dans le sommeil ou dans le rêve. Importance si grande que Cassien fera de l'absence de rêve érotique et de pollution nocturne le signe qu'on est parvenu au plus haut degré de la chasteté. Alors, chez Foucault, que ce soit lorsqu'il étudie Cassien ou lorsqu'il travaille sur Artémidore d'Éphèse, on verra que le sujet est toujours, et chez Cassien surtout, un homme. La personne qui rêve est un rêveur. Ce sera moins le cas chez Artémidore. Donc l'objectif, le télos de la maîtrise de soi, selon cette éthique, est de faire en sorte qu'aucune excitation voluptueuse n'arrive pendant le sommeil. Bref, il s'agit là ni plus ni moins de contrôler ses propres rêves. Et l'idée du contrôle des rêves se trouve formulée dans le contexte d'un rêve sexuel. Donc c'est un double contrôle, non seulement le contrôle sur son sommeil et sur ses rêves, mais d'autant plus quand il s'agit d'un rêve sexuel. Un nouveau point d'articulation à nouveau. Alors, ce n'est bien sûr pas ainsi que la psychanalyse aujourd'hui considère le rêve, mais dans ce contexte, comme dans celui de la morale chrétienne, le rêve ou le rapport à ses rêves vient dire quelque chose du sujet, et de ce fait, même si sa place est différente dans ces deux dispositifs, eh bien, le rêve tient une place dans le rapport de soi à soi. Le rêve au temps de la chair chrétienne et le rêve dans le dispositif contemporain qui a vu naître la psychanalyse. Dans ces deux contextes, donc, le rêve, on le voit, vient tenir une place dans le rapport de soi à soi, qu'il s'agisse de s'en souvenir ou qu'il s'agisse de le verbaliser dans un contexte, confession ou cure, ou de tenter de le contrôler. Michel Foucault écrivait, et il me semble que vous l'avez dans votre exemplier, « Entre chacun de nous et notre sexe, l'Occident a tendu une incessante demande de vérité. À lui de nous arracher la sienne pour qu'elle lui échappe, à lui de nous dire la nôtre, puisque c'est lui qui la détient dans l'ombre. » En fait, on serait tenté de modifier la formule. Foucault écrit « Entre chacun de nous et notre sexe, l'Occident a tendu une demande de vérité ». Eh bien, on pourrait aussi modifier « Entre chacun de nous et notre rêve, l'Occident a tendu une incessante demande de vérité ». Alors, c'est une autre forme de rêve que je vais aborder maintenant et donc très rapidement. C'est celle qui a intéressé Michel Foucault quand il travaille sur les aphrodisiaques, et ça a constitué le cœur d'un de ses cours Subjectivité et vérité en 81, qu'il a résumé, et on voit dans les manuscrits à la BNF qu'il y a eu une hésitation sur le placement de ce chapitre dans les 2 volumes de l'histoire de la sexualité consacrés à l'Antiquité classique, et finalement c'est devenu le premier chapitre du souci de soi. Il s'agit donc de travailler sur les rêves tels que Artémidore d'Éphèse les analyse, mais dans une démarche plutôt de petit manuel de l'interprète des rêves. En fait, au moment où Artémidore compose cet ouvrage, il s'agit d'expliquer à l'interprète des rêves quels sont les critères qui vont lui permettre d'expliquer ce que ce rêve annonce dans la vie réelle du rêveur. Alors, il y a tout un passage que je saute maintenant où Artémidore explique, et Foucault explique comment Artémidore l'explique, donc dans le volume 3, l'histoire de la sexualité. Donc Artémidore explique tout d'abord comment on trie les rêves. Alors il y a des rêves qui sont il y a des rêves trop simples qui expliquent juste l'état du rêveur. Si on rêve qu'on mange et qu'on a faim, c'est pas très important. En fait, c'est pas très intéressant, ça va pas dire grand-chose. Et dans les rêves qui veulent prédire le futur, on va enlever les rêves où il y a des dieux qui interviennent sous forme d'oracle, parce que c'est trop évident ou alors trop obscur. Donc c'est pas ce qui l'intéresse non plus. Et finalement, il arrive à une sorte de rêve, à s'intéresser aux rêves allégoriques, Artémidore donc, parce qu'ils peuvent dire quelque chose du futur du rêveur.
Alors, les spécialistes du rêve et qui travaillent sur Artémidore d'Éphèse se sont beaucoup intéressés d'abord à ces documents, également pour tout ce qu'ils apportent sur la vie concrète dans l'Antiquité. Parce qu'il va être question d'aliments, de volume, de nombre de litres de blé dans tel récipient. Et donc, les spécialistes des récipients vont dire « Ah, ben là, il y avait tant de litres, tant de trucs, etc. » Donc, c'est vraiment une mine pour les historiens et les archéologues. Alors, évidemment, ça va être une mine pour Foucault pour d'autres choses. Et un autre spécialiste qui s'appelle Jean Malos, je ne suis plus sûre de son prénom, mais en tout cas, c'est Malos, dans un volume sur... il est dans la bibliographie, peut-être que j'ai mis le prénom. J'ai trouvé son étude très intéressante. Alors, lui ne s'intéresse pas non plus au rêve sexuel directement, mais à la façon dont sont formulés ces deux moments. Alors, il y a deux scènes. Il y a Oneiropolis 1 et Oneiropolis 2, c'est-à-dire Artémidore va décrire une scène de la vie quotidienne rêvée qui annonce quelque chose de la vie quotidienne dans la vie réelle du rêveur. Donc on a Oneiropolis 1, la vie réelle, et Oneiropolis 2, ce qui est rêvé. Et c'est cette articulation entre ces deux éléments. En fait, ensuite, ce que va montrer Michel Foucault, c'est que dans la façon dont Artémidore va interpréter le rêve en général, eh bien, Foucault montre que Artémidore va classer dans une catégorie, le chapitre 78 du livre 1, tous les rêves qui portent sur les rêves sexuels. Alors, il y a des rêves sexuels qui se promènent un peu partout ailleurs aussi, puisqu'il s'est classé par thème, mais Foucault va s'intéresser spécifiquement à ce paragraphe, où vous avez une classification que je vous ai mise dans votre exemplier, où Artémidore va classer les rêves selon les actes sexuels rêvés, donc sur la scène Oneiropolis 1 rêvé, les actes conformes aux conventions, katanomone, les actes non conformes aux conventions, paranomone, et les actes contre nature, parafucine. Et pour classer ces rêves, ça va être le critère ou non, disons que la classification des rêves va se faire en particulier sur un indice qui est celui de la pénétration. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les rêves, dans les trois catégories, les rêves peuvent annoncer des événements heureux comme des événements malheureux. C'est-à-dire qu'on peut rêver qu'on fait l'amour avec sa mère, même morte, ça peut annoncer quelque chose de bien ou annoncer quelque chose de mal. En fait, tout dépend comment on fait l'amour avec elle, et tout dépend si on est sur le point de faire un voyage, si on est riche, si on est pauvre, etc. Être pénétré par son esclave, ou du moins rêver d'être pénétré par son esclave, ou rêver qu'on pénètre son esclave, peut annoncer des éléments positifs ou négatifs. Là aussi, tout dépend de la vie concrète du rêveur. Ce qui fait que même, et ça c'est ce que montre Michel Foucault, même dans cette classification, on ne peut pas trouver d'évaluation morale des actes sexuels eux-mêmes, puisqu'ils peuvent annoncer une chose ou l'autre. Du moins, l'interprétation de ce qui va arriver ne vient rien dire sur l'évaluation morale par les anciens de la pratique sexuelle. Et ça, vraiment, c'est une avancée qu'a fait Michel Foucault lorsqu'il commence à travailler sur ce texte qui venait tout juste d'être traduit par Festugière et à l'époque qui avait été très peu travaillé. Alors Foucault dit souvent « j'ai pas fait beaucoup de latin, j'ai pas beaucoup fait de grec », mais franchement, je pense que si nos philologues actuels qui ont fait beaucoup de latin et beaucoup de grec analysaient les textes grecs et latins aussi bien que Michel Foucault, on aurait accompli beaucoup de progrès. En tout cas, on aime les débutants comme Michel Foucault dans ce champ-là. Alors, pour revenir à ces rêves, ce qui m'a intéressé... Je voulais juste quand même vous lire un petit... Puisque j'ai encore 3 minutes, n'est-ce pas ? Je voulais quand même vous lire une ou deux interprétations, parce que c'est quand même un peu... je me suis quand même amusée à rassembler certains éléments. Alors ça, c'est des choses que Foucault ne cite pas forcément, mais qui m'a intéressée. Donc c'est la page 4 de mon exemplier. Voyons... Ah ben voilà, c'est ça. C'est le bazar, les rêves, c'est tout de suite le bazar. Tu l'as, c'est la page 4. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que j'essaye de trouver le passage idéal ? Ah oui, voilà. C'est la citation 8, page 4. Si quelqu'un rêve qu'il commet un acte indicible, alors un acte indicible, les contextes nous ont permis de savoir qu'il s'agissait d'avoir une pratique orale, donc fellation et cunnilingus. Si quelqu'un rêve qu'il commet un acte qu'on ne peut prononcer avec quelqu'un d'autre et que cette personne est une connaissance, homme ou femme, il entrera en conflit avec cette personne parce qu'il n'est plus possible d'unir les bouches. Si c'est une personne inconnue, le rêve est mauvais pour tous, excepté pour ceux qui gagnent leur vie grâce à leur bouche, c'est-à-dire les flûtistes, les joueurs de trompette, les rhéteurs, les sophistes et leurs semblables.
Donc voilà, ce que voulait montrer Foucault, c'est voilà, c'est ce classement. Ça donne envie d'être flûtiste. Donc en tout cas, il n'y a pas d'évaluation morale des pratiques sexuelles en tant que telles. Alors j'avance un peu je vais arriver vers ma conclusion. Ma conclusion qui se trouve ici, page 6. Attends, tu as le bon. C'est parce que je voulais faire la comparaison avec Sigmund Freud, c'est quand même intéressant. Voilà, donne-moi la fin. D'accord. Merci. Voilà. Heureusement qu'on a imprimé en double. Voilà, j'y suis. Il me reste une petite page. Alors, en ce sens, le fait même qu'il n'y ait pas de catégorisation morale des rêves sexuels en fonction des actes sexuels rêvés pourrait en tout cas nous permettre de faire écho entre la démarche d'Artémidore et celle de Sigmund Freud. Alors, dans les deux cas, et ça c'est moi qui analyse, ce n'est plus Michel Foucault, mais c'est à partir des travaux de Foucault sur Artémidore qu'on peut produire cette comparaison intéressante entre les rêves du temps des aphrodisias, on laisse Cassien, on passe au-dessus de Cassien, pour arriver aux rêves du temps de Sigmund Freud, et tu me diras, Laurie, si tu es d'accord. Alors, quel est le point commun entre les rêves chez Artémidore et les rêves chez Freud? Eh bien, dans les deux cas, l'interprétation ne vaut que dans le cadre d'une pratique, une techné. Pour rester toujours dans cet anachronisme contrôlé, je continue cette rapide comparaison entre la Traumdeutung et l'Oneirokritikon, donc une comparaison. En termes de temporalité, le rêve d'Artémidore est tourné vers le futur. Il contient des éléments qui vont affecter l'avenir de la vie du rêveur. Le rêve de Freud, celui sur lequel travaille Freud, parle du passé ou du présent, en ce qu'il est fait du passé, réminiscence, désir inconscient, trauma, etc. L'opposition passé et présent est complexe, cependant. L'opposition n'est pas si simple, car son interprétation, dans le processus analytique, a pour effet de changer quelque chose de la vie du rêveur. L'interprétation du rêve d'Artémidore n'a pas d'effet en soi. Le commentateur d'Artémidore, les commentateurs d'Artémidore citent d'ailleurs souvent une phrase tirée du roman d'Achille Tatius, selon lequel la lecture du rêve et la connaissance ne changera rien aux événements à venir, mais que leur connaissance permet aux rêveurs de se préparer et de mieux supporter les événements. Cela dit, ce n'est pas Artémidore qui le dit en plus, c'est dans le roman grec d'Achille Tatius. Ça, c'est premier temps en termes de temporalité. Deuxième temps, en ce qui concerne le sexe. Chez Freud, en général, il n'y a quasiment pas de sexe dans les rêves. Oneiropolis 2, on ne rêve pas de sexe. Mais même quand il n'y en a pas, les éléments rêvés sont les effets des mouvements pulsionnels et qui ont souvent à voir avec le désir dans la vie du rêveur, Oneiropolis 1. Et rappelons-le, Freud ne fait pas d'analyse de rêve sexuel dans la Traumdeutung. En réalité, la question sexuelle se trouve mise en jeu dans l'interprétation du rêve par le rêveur, et là elle est très présente. Chez Artémidore, le sexe est dans le rêve, Oneiropolis 2, mais pas dans l'interprétation de son futur, Oneiropolis 1. Le rêve dit des pronostics non sexuels sur la vie du rêveur. Changement de statut, voyage à venir, mort d'un proche, enrichissement. Il n'annonce rien dans la vie désirante ou amoureuse du sujet. Et plus encore, le sexe ne dit pas une vérité cachée, intime, de l'individu. Le sexe, dans le rêve d'Artémidore, n'est pas là pour révéler le sujet à lui-même. Enfin, d'un point de vue de la pratique, il y a un point commun entre Artémidore et Freud. Le rêve, qui est analysable et justiciable d'une approche technique, techné, propre à la discipline de chacun, et le rêve individuel, émanation de l'âme d'une personne. Pour les deux, donc, le rêve est individuel en ce qu'il prend sens uniquement si le lien est fait avec le rêveur. Dans les deux cas, je l'ai dit, la démarche ne vaut que dans le cas d'une pratique, d'une techné. Et notre grande erreur dans nos lectures fréquentes de ces textes anciens est de penser que le rêve freudien aussi serait le rêve contemporain dans le dispositif de sexualité occidentale. Or, le rêve qui intéresse Freud a ceci de spécifique qu'il n'est pas un rêve
D'ailleurs, le rêve d'Artémidore ne l'est pas non plus. Mais un rêve analysé par le patient lui-même. Un rêve raconté à son analyste. Un rêve adressé. Mutatis mutandis, dans tous les cas, l'inconscient opère dans le souvenir qu'il reste de ses rêves et dans la façon dont il va être dit par l'analysant. En fait, Oneiropolis 1 et Oneiropolis 2, c'est trop simple pour le rêve freudien. L'inconscient opère là, dans un cadre particulier, celui du transfert et celui du dispositif analytique qui met en contact un analyste et un analysant, et ce dispositif est nécessaire pour ce rêve adressé. Pas de rêve hors techné, donc dans les deux cas, et pas de rêve sexuel révélateur d'une vérité subjective en Grèce et à Rome. Par contraste, chez les pères de l'Église, ce n'est pas tant le rêve en lui-même que la capacité à empêcher ces rêves-là qui viennent dire quelque chose du sujet. Nous revenons là alors à des conclusions claires de Michel Foucault sur les premiers temps des aphrodisias, dont la maîtrise, prônée par les stoïciens, ne prenait pas place dans une éthique chrétienne du sujet, où chasteté et pureté étaient définies selon une nouvelle morale dirigée vers le logos et vers Dieu. D'une certaine manière, il serait utile de postuler un avant les aphrodisias foucaldiens qui ont servi de matière à une techné, et on pourrait les nommer érotica ou encore les temps d'éros, qui viendraient exprimer la parfaite conscience par les anciens qu'ils sont faits de flux qui les traversent. Intérieur, extérieur n'a pas grand sens pour eux. Dans le monde polythéiste, où les divinités sont partout, c'est vraiment un grand changement, avant le temps polythéiste, les dieux sont partout. Et il est difficile de penser à une maîtrise des événements. Et personne d'ailleurs ne songe à résister à la prévision d'un rêve. Nous voilà donc loin des prescriptions chrétiennes destinées à éviter les pollutions nocturnes, tout comme nous sommes loin du dispositif de sexualité moderne où le sexe viendrait révéler la vérité du sujet. En revanche, le fait qu'Éros soit une force fluide et irrésistible qui traverse les corps et les âmes éclaire d'un autre jour la description freudienne de la libido. Mais cela, c'est un autre vaste sujet et ce n'est pas le mien. Je vous remercie et nous vous remercions. Ce qui est intéressant dans la façon qu'a Foucault d'intervenir sur cette question d'Oedipe, il dit, en fait, Oedipe, c'est aussi une fiction liée au pouvoir. C'est pas simplement, et là je parle sous le contrôle de l'historienne de l'Antiquité, mais non, mais c'est-à-dire que Freud en a fait un modèle heuristique. Qu'il s'agit de mettre en perspective sur, en fait, qu'est-ce que le désir ? C'est ça la question oedipienne. C'est pas simplement ce qu'on en a fait après sur une petite fille aime son papa, un petit garçon et sa maman. Là, je crois qu'on a un petit peu aplati les choses. C'est quand même un petit peu plus riche chez Freud. On peut lui faire confiance sur le fait qu'il c'était un homme intelligent quand même, même psychanalyste. Mais donc Foucault, il déplace un petit peu ça en disant c'est pas simplement la question du désir. Ce que Foucault dit, c'est qu'on a voulu effacer la question du pouvoir, alors que dans la pièce de Sophocle, il y a une question du pouvoir. C'est ça qui intéresse Foucault, en fait. Ça ne veut pas dire... Il balance la question en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de penser qu'on aime tous sa mère ? Mais quelle horreur !» Enfin, il ne dit pas quelle horreur, mais il dit « Mais c'est déjà pas très drôle d'avoir une mère, alors si en plus il faut la désirer... » Donc ça, il fait cette pirouette en disant « C'est peut-être la question du désir, pourquoi pas, mais n'oublions pas la question du pouvoir. » Voilà. C'est comme ça que Foucault réarticule la question du dispositif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir pour Foucault, il n'y a pas de suprastructure du désir qui serait au-dessus, comme ça, une espèce de transcendance du désir qui ferait que toutes les notions de pouvoir, de savoir seraient évacuées. Voilà. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais par rapport à Foucault, mais c'est ça plutôt que je peux vous dire.
Non, et la question de l'Oedipe, ou la façon dont ça a été entendu de l'analyse de Freud, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que Freud s'appuie par exemple aussi, c'est pour ça que j'ai fait cette allusion-là à la question d'Eros, pour parler des élans érotiques. Freud va se référer à la légende du divin Platon, et en fait il se réfère à ces fameuses boules coupées en deux qui vont créer justement cette pulsion, cet élan érotique. Et dans la légende dont il parle, qui est en fait le fameux dit mythe de l'androgyne raconté dans le Symposion de Platon, en réalité, ce sont des demi-boules qui s'attirent l'une l'autre, mais qui, dans la légende, ou telle qu'elle est racontée par le personnage d'Aristophane, sont des élans homme-homme, femme-femme, homme-femme. Et dans la réception de cette histoire, on a gardé que le modèle qu'on appelle aujourd'hui hétérosexuel, parce que c'est produit dans la Vienne de Sigmund Freud à la fin du 19e, au début du 20e. Et de la même manière, le complexe au sens de disposition des individus tel qu'il a été choisi à partir de la pièce de Freud, déjà ne correspond pas à ce qui se passe réellement dans l'histoire, parce que ce n'est pas l'objet des tragédiens à ce moment-là. Il s'agit tout d'abord de gagner un concours dans le cadre d'un rituel en l'honneur de Dionysos. Enfin voilà, on est dans un autre contexte. Et puis cette formulation prend corps véritablement dans la question du ne pas connaître ce qui s'est passé, et c'est pas la question de l'inconscient, et c'est vraiment dans des questions de pouvoir. Est-ce que je suis à ma place en tant que roi basileus de cette cité? Donc il y a ou tyran plutôt de cette cité. Donc finalement, Freud ne prétend pas expliquer une tragédie, c'est simplement les pions, la façon dont ils sont disposés sur un échiquier qui semble dire quelque chose et qui vont lui permettre de formuler une pensée. C'est finalement plus un dessin qui l'intéresse. Le problème, c'est que plus tard, peut-être même dans les grands débats qu'il y a eu autour des questions du mariage pour tous ou des luttes contre le Pax, c'est que certains ont pris ce modèle qui était en fait un modèle sur lequel s'est appuyé Freud parce qu'il est de son époque, comme étant le modèle qui viendrait dire qu'il faut toujours qu'il y ait un papa pour que la petite fille désire son papa, et qu'il faut toujours qu'il y ait une maman pour que... Voilà. Donc en fait, il y a eu une désarticulation entre cause et conséquence, et ce qui fait que l'histoire d'Oedipe, ou le mythe d'Oedipe chez Freud, est venu nourrir aussi quelque chose de l'ordre du pouvoir à nouveau aujourd'hui, et en termes de dispositifs, de normes, et de partition et de départition entre le normal et la normale. Et d'ailleurs, à la fin de la citation que je fais dans l'entretien entre Pellegrino et Foucault, Foucault dit bien que toutes choses sont des objets de désir. Pas simplement la mère et le père, il dit Napoléon, Jeanne d'Arc, et pourquoi pas. Donc tout est un objet de désir. Donc en fait, c'est la question de l'investissement qu'un sujet peut faire pour se constituer en tant que sujet, d'un investissement d'un objet de désir. Mais ça peut être, tiens, tout d'un coup, cette table, voilà, enfin bon, je plaisante, mais donc en fait, toute chose, voilà. Il donne quand même des personnages. Enfin des personnes, Napoléon, Jeanne d'Arc, mais c'est pas simplement le papa et la maman. En fait, c'est là-dessus qu'il insiste. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci.